La Russie fait la loi dans les eaux britanniques, l'OTAN supplie Donald Trump de lui pardonner, Israël s'assoit à la table avec le Liban pour la première fois en 70 ans. Que se passe-t-il dans le monde ? Nous analysons cela tout de suite. Voici l'OTAN qui supplie Donald Trump de pardonner à ses naïfs. Les sous-marins nucléaires de la Fédération de Russie violent les eaux territoriales de la Grande-Bretagne. Chaque jour, ils se rapprochent davantage. Pour la première fois depuis plus de 7 décennies, depuis 1948, Israël et le Liban s'assoient à la table des négociations directes. Voici les principales nouvelles du jour. Et samedi, on attend le début des négociations directes entre les États-Unis et l'Iran à Islamabad, au Pakistan. Si vous n'êtes pas encore abonné, mesdames et messieurs, appuyez sur la cloche dès maintenant pour ne pas manquer le prochain épisode. Autrement dit, abonnez-vous et appuyez si vous ne l'avez pas encore fait. L'OTAN fait tout son possible pour améliorer ses relations avec Trump. Voici un exemple de revirement complet de l'OTAN. Je dirais même une pirouette en l'air. Ou, comme on dit aussi, un salto mortal. Un saut acrobatique avec une rotation, littéralement un saut mortel. Le monde est-il plus sûr aujourd'hui qu'il ne l'était avant le début de la guerre ? Absolument. C'est grâce à la direction du président Trump que ses capacités ont été affaiblies. C'est très important pour votre sécurité et la mienne ici, aux États-Unis et en Europe. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, est actuellement à Washington, essayant d'aplanir les divergences entre le président Trump et son organisation. Je dois dire que je respecte ce que fait cet homme. Globalement, il me plaît bien. Comme il s'éloigne de Trump tout en l'ayant soutenu pour faire pression sur l'Europe. Cependant, si ces efforts diplomatiques ne sont pas soutenus par des actions réelles et significatives, des changements de la part, je dirais, des dirigeants d'Europe occidentale. Je suis extrêmement sceptique quant à la possibilité de convaincre Trump ou de changer son attitude envers l'Alliance. D'ailleurs, je pense qu'on peut en dire autant de beaucoup d'Américains et d'Européens. Leur opinion est déjà formée. On ressent une irritation géopolitique croissante. Je ne dis pas que cela ira jusqu'à la guerre, mais les intérêts stratégiques de l'Amérique au XXIe siècle sont en train de changer. Vers l'Asie, vers la Chine, l'Asie alors que l'Europe, elle, veut toujours se concentrer sur l'opposition à la Russie. Ces tensions au sein de l'OTAN deviennent de plus en plus difficiles à surmonter. Je doute sérieusement que si la Chine envahissait Taïwan demain, ne serait-ce qu'un seul pays européen, membre de l'OTAN, viendrait réellement en aide. Il se limiterait en gros très probablement à des déclarations fermes. Nous avons déjà vu beaucoup de telles déclarations venant d'Europe. La pression politique de Mark Rutte pourrait pousser l'Europe à faire certaines concessions. Cependant, en même temps, le président Trump en a tout à fait assez des déclarations fermes, et c'est bien compréhensible. Eh bien, nous n'avons pas besoin de la flotte française ou britannique si elle arrive après que tout soit déjà décidé. Et il est certain que nous n'avons pas besoin que les Alliés votent contre l'Amérique à l'ONU. C'est pourquoi beaucoup de choses restent encore en suspens. Honnêtement, j'en doute. Que l'Alliance, eh bien, même si elle existe, pour ainsi dire, depuis de nombreuses années sur le papier, elle existe réellement. Mais en ce qui concerne son utilité pratique, pour nous, honnêtement, j'en doute. En Europe, je comprends qu'il soit utile. Pour nous, je ne suis pas sûr. Et je ne suis pas sûr que le partenariat transatlantique soit capable de survivre sous sa forme actuelle tout au long de ce siècle. C'est en partie regrettable, bien sûr, parce que je pense quand même que si l'OTAN était une alliance sérieuse et efficace, cela profiterait à tout le monde, à l'Amérique aussi. Il est indéniable qu'il est avantageux pour les Américains de projeter leur puissance à travers le monde. Cela inclut les bases militaires en Europe. Si vous ne pouvez pas utiliser vos propres bases, c'est précisément l'alliance avec l'Europe qui permet de projeter cette puissance. Si vous ne pouvez pas utiliser vos propres bases, de quelle puissance parle-t-on ? C'est plutôt une faiblesse. Vous comptiez sur cela, mais ce n'est pas le cas. Sinon, sachant que vous ne l'aviez pas là-bas, vous auriez pensé à autre chose. Ce sont toutes des questions auxquelles il faudra répondre, je pense, dans les prochaines années, pas si longtemps. Je ne suis pas sûr que nous arriverons à des conclusions définitives dans les prochains mois. Mais il y a déjà des signes avant-coureurs, et nous allons examiner ensemble les deux côtés de cette question. Mark Rutte se rendait à Washington lorsque le président Trump a publié ce qui suit, précisément à minuit, sur Truth Social. Il a écrit que l'OTAN n'était pas là, quand nous avions besoin d'eux.
et qu'ils ne seront pas là si nous avons encore besoin d'eux. Et tout le monde sait que c'est vrai. Je comprends que beaucoup d'Européens essaient de rétorquer que, techniquement, l'OTAN est une alliance défensive. Oui, c'est vrai. L'article 5 n'a pas été activé, car l'Amérique n'a pas été attaquée. L'Europe n'a aucune obligation de venir en aide à l'Amérique dans la situation avec l'Iran, bien que l'Iran ait dit des milliers de fois que s'ils obtiennent des armes, ils détruiront qui ? Eh bien, en premier lieu, Israël, et ensuite le grand Satan, l'Amérique. Mais ils n'ont pas attaqué, donc personne, comme on dit, n'était obligé. Mais cela va à l'encontre de l'esprit de l'OTAN. Parce qu'il y a une logique pratiquement tacite d'alliance. Tu n'es pas obligé, mais tu dois le faire. Par exemple, lorsque Clinton et l'OTAN ont bombardé la Yougoslavie, ce n'était pas lié à l'article 5, c'était une question de coopération entre alliés, comme pour beaucoup d'autres, par exemple le conflit au Moyen-Orient précédent. Donc oui, on peut dire que cela ne concerne pas l'article 5 et techniquement, ils auront raison. Mais ce sera aussi de la mauvaise foi. Parce qu'il est évident qu'il s'agit de toute autre chose, pas des obligations écrites sur un bout de papier. Vous savez, on peut être partenaires commerciaux. Il y a ce qui est écrit dans le contrat. Et il y a des normes tacites de respect, qui semblent aller de soi. Si vous enfreignez tout un tas de règles de base du comportement professionnel, puis vous dites « Eh bien, ce n'est pas dans le contrat ». C'est précisément la raison pour laquelle nous avons lancé tout cela. Vous comprenez ? Voilà ce que, selon moi, les Européens doivent comprendre. Nous ne disons pas qu'ils violent l'OTAN. Nous ne disons pas qu'ils sont légalement obligés de faire quoi que ce soit. Mais ce geste, ou son absence, messieurs, nous l'avons retenu. Nous nous en souviendrons. N'oubliez pas que la guerre froide est finie. Même si l'Europe a peur, je ne pense pas que la Russie envisage d'envahir la partie occidentale de l'Allemagne dans un avenir proche. N'est-ce pas ? Mais la question n'est pas seulement là. Il y a toutes sortes de raisons de penser que si demain la Chine attaque Taïwan, l'Europe dira « En fait, nous coopérons avec la Chine. Et puis, ce n'est pas l'article 5, nous n'interviendrons pas. » Voilà le vrai problème. Ils ne sont pas intervenus ici. En fait, ce n'est même pas ça. Ils ne nous ont même pas permis d'utiliser nos bases sur leur territoire. Eh bien, aux États-Unis, tout le sens de l'OTAN dans les années 50 était de contrer l'Union soviétique. Et l'URSS n'existe plus. Nous faisons face à un échiquier et un monde totalement différents. Alors, quelle est la fonction de l'OTAN après 1991 ? Il y avait peut-être une certaine vision. Clinton et Bush ont essayé de réaliser cette vision face aux défis du XXIe siècle. Mais il est évident qu'en réalité, cela ne s'est jamais produit. Depuis le premier mandat de Trump, les Européens se sont complètement désengagés de leur propre défense. Ainsi, l'Amérique, après 1991, porte en fait tout le fardeau toute seule. Ce sont simplement des choses qu'il faut prendre en compte. Et donc, l'OTAN n'était pas là quand nous avions besoin d'eux. Vous avez retenu ? Rappelez-vous le Groenland, ce grand morceau de glace mal géré. Citation du président Trump. Voilà tout le tableau. Écoutez ensuite ce qu'ils disent. À un certain moment, il y a un point de non-retour. Le moment où il n'est plus possible de faire quoi que ce soit. Parce que lorsqu'ils auront accès au potentiel nucléaire, je parle des Iraniens maintenant, c'est en fait la question principale. Je comprends que poursuivre les négociations dans le but de résoudre quelque chose peut poser problème précisément lorsque nous avons déjà dépassé ce point où la situation pourrait encore être réglée. C'est pour cela que nous nous sommes impliqués maintenant, parce que nous sommes encore à ce stade où il est encore possible de régler la situation. Il s'agissait donc de la déclaration de responsable de l'OTAN concernant le détroit d'Ormuz et des tentatives de trouver comment avancer. Et donc la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a été interrogée sur la déclaration conjointe des gouvernements des pays de l'OTAN. Et Caroline, lorsqu'on lui a posé la question, a donc dit ce qui suit. Elle avait une citation directe du président des États-Unis d'Amérique à propos de l'OTAN, qu'elle a lue à toutes les personnes présentes. Cela sonnait ainsi. « Ils ont été testés et ils ont échoué. Êtes-vous d'accord pour dire que les pays de l'OTAN ont été mis à l'épreuve ? » Oui. Et ils ont échoué, oh oui. Devenant cette plateforme de projection de puissance qu'ils étaient censés être conjointement avec les États-Unis d'Amérique. En collaboration.
La réponse n'est pas simple. Il faut reconnaître à Donald Trump le mérite de son action avec l'Iran, que nous apprécions sincèrement. Nous apprécions également que Mark Rutte ait pris le parti, en général, de Trump sur de nombreuses questions clés de l'OTAN. Rutte tente aussi de montrer que les dirigeants européens ont globalement soutenu l'action de Trump. Vous avez remarqué ? Il comprenait la menace. Il comprenait la menace iranienne, mais voulait vraiment que d'autres tirent les marrons du feu à leur place. Il comprenait donc qu'il s'agissait de missiles balistiques iraniens et d'armes sur lesquelles on pouvait, pour ainsi dire, installer des ogives nucléaires qui ne nous atteindraient pas, mais qui les atteindraient en eux. Encore une fois, ils refusaient d'agir eux-mêmes, préférant utiliser les autres pour rester propres pendant que nous étions dans la merde. Ils disaient « Comment osez-vous enfreindre les règles ?» Mais en même temps, je ne pense tout simplement pas que cela corresponde à la réalité pour la majorité des dirigeants européens. Je le répète, je comprends et respecte totalement ce que Mark Rutte tente. Il essaie d'être diplomate et de réconcilier les deux parties. Mais je suis obligé de dire ce qui suit. Beaucoup de dirigeants européens n'ont pas respecté leurs engagements. Par exemple, nous sommes obligés de contourner tout le continent au lieu de simplement le survoler. On nous a interdit l'accès aux bases militaires. On nous a pratiquement condamnés. La France, par exemple, a soutenu l'Iran lors d'un vote clé à l'ONU. Concernant le détroit d'Ormuz, il y a beaucoup de comportements qu'il est difficile de qualifier d'amicaux, de partenariaux ou de solidaires. Je vais en ajouter encore. Certains acteurs s'attribuent déjà le mérite de la trêve obtenue, déclarant, je cite, « Nous venons d'obtenir une trêve ». Ce sont les Britanniques qui le disent. Alors je demande, qui ? Qui est ce « nous » ? Une mouche posée sur l'épaule du laboureur disait « Nous avons labouré ». Il me semble que c'était ainsi. Si je ne me trompe pas, vous n'avez rien fait. Vous êtes restés les bras croisés. Vous rappeliez sans cesse à votre base électorale islamique que vous avez laissé s'installer en masse dans vos villes. Vous disiez que le Royaume-Uni n'a rien à voir ici. Non. Oui, nous le savons très bien, alors que vous avez vous-même dû. En fait, vous avez dû demander de l'aide à la France et à l'Allemagne, alors que vos propres bases militaires étaient bombardées. Autrement dit, les relations au sein de l'Alliance ne sont clairement pas aussi harmonieuses que le secrétaire général de l'OTAN essaie de les présenter, avec tout le respect que je lui dois pour ses efforts. Ce qui sera fait concernant ces questions reste toujours en suspens. Dans le même temps, bien sûr, le secrétaire général de l'OTAN a été interrogé sur la récente proposition de Donald Trump, qu'il ne qualifie pas de menace pour l'OTAN, mais plutôt de proposition de fermer au moins une partie des bases militaires américaines en Europe. C'est une proposition. Mais à qui s'adresse-t-elle ? Donald Trump s'est fait une proposition à lui-même. Cela se passe dans le contexte où les Européens ont fermé une grande partie de leur espace aérien aux Américains. Quel en est le sens ? Avoir des bases militaires là-bas alors qu'il s'avère qu'on peut vous dire « vous ne pouvez pas les utiliser, vous ne pouvez pas y atterrir, vous ne pouvez pas en décoller ». Mais si nous y étions allés, personne n'aurait tenté de nous abattre, non ? Mais qui voudrait garder ses soldats et ses armes dans un état hostile ? Nous continuons d'ailleurs, en grande partie, à maintenir le niveau des troupes à celui de la guerre froide. Environ 184 000, il me semble, soldats américains sont stationnés en Allemagne et dans d'autres pays. Est-ce vraiment stratégiquement nécessaire ? Ou bien faisons-nous cela pour quelqu'un d'autre ? Il est probable que garder certaines bases en Europe ait tout de même du sens. Je ne plaide pas pour la fermeture de toutes. L'idée que l'Amérique doit pouvoir projeter sa puissance partout, y compris dans l'Arctique et ailleurs, reste valable. Donc je n'appelle pas à couper complètement tous les ponts avec l'Europe. Mais en même temps, il faut se demander si le volume de troupes que nous y maintenons est vraiment nécessaire. Est-il toujours nécessaire ? Quand il faut agir au Moyen-Orient, nous avons des bases là-bas, c'est là qu'il faut agir. Et tout cela est aggravé par le comportement même des Européens. Le secrétaire général de l'OTAN a bien sûr répondu à cette question, en reconnaissant que tous les pays européens n'avaient pas rempli leurs engagements. Il s'agit d'engagements moraux. Il se montre diplomatiquement d'accord avec Trump sur le fait que la déception est tout à fait justifiée. Mais écoutez ce qu'il a dit ensuite. Le Wall Street Journal rapporte que le président envisage de sanctionner certains alliés de l'OTAN pour ne pas avoir aidé les États-Unis et Israël pendant la guerre. La proposition prévoit de retirer les troupes américaines des pays de l'OTAN jugés inutiles contre l'Iran et de les redéployer dans des pays qui soutiennent davantage la campagne militaire des États-Unis. Le président en a-t-il parlé aujourd'hui?
Encore une fois, c'était une discussion très franche, très ouverte. Il m'a clairement dit ce qu'il pensait de ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines et de sa déception. Certains pays ont carrément interdit l'utilisation de leurs bases et le survol de leur espace aérien. L'Espagne, la France. Oui, mais écoutez, la grande majorité des pays européens, y compris la France, ont fait ce qu'ils s'étaient engagés à faire dans une telle situation. Eh bien, l'Europe, en tant que plateforme pour la démonstration de la puissance des États-Unis, a été pleinement utilisée au cours des 6 dernières semaines. Effectivement, tous les pays européens n'ont pas respecté ces engagements. Et je pense que l'Allemagne a d'abord dit non, puis oui, puis de nouveau non. La situation est similaire avec la France. D'accord, nous comprenons tous, mais cela ne change rien à l'essentiel. Nous sommes compréhensifs, mais ne comptons pas pardonner. Les gars, franchement, vous n'avez pas vraiment été très utiles. Et pas seulement maintenant, pas seulement cette dernière semaine, mais depuis les 50 dernières années. Et Horace, comment s'est passée la rencontre? Il a dit qu'il partait. Permettez-moi d'être absolument clair. Il est manifestement déçu par de nombreux alliés de l'OTAN, et je comprends son point de vue, mais en même temps, j'ai aussi pu souligner le fait que la grande majorité des pays européens ont apporté leur aide pour l'accueil sur leur base, de logistique, de survol, ainsi que dans le respect de leurs engagements. Je lui ai également fait remarquer les aspects positifs, mais il est tout à fait évident que c'était une discussion très franche, très ouverte, mais aussi une conversation entre 2 bons amis. Eh bien, voyons voir, car je voudrais souligner ce qui suit. Dans la mesure où l'un de ces pays européens a réellement donné quelque chose aux États-Unis, il est clair qu'ils l'ont fait très à contre-cœur, sous une forte pression de Donald Trump. Et je ne dis pas cela pour condamner leur ton, c'est à chacun de voir. Mais nous devons savoir que cela remet en question leur fiabilité, y compris à l'avenir. Et je continue de penser qu'il reste des questions sérieuses. Avant que l'OTAN ne constate une atteinte à la liberté de navigation, reconnaissant en fait que les actions de l'Iran violent le droit international, je suis très heureux que quelqu'un l'ait enfin reconnu. Parce que nous en avons parlé tout le temps. Tous ces pays crient constamment que l'Amérique viole le droit international, tout en ignorant complètement le fait que les actions de l'Iran constituent une violation du droit international. Cependant, si c'est le cas, la Chine et la Russie ont bloqué une résolution de l'ONU qui aurait obligé l'Iran à ouvrir le détroit et à respecter ce même droit international. Et vous savez qui les a rejoints? Notre plus proche ami, la France. Que signifie ce geste? Et d'ailleurs, vous ne dites cela maintenant que parce que l'une des propositions, pas encore définitive, mais une proposition dans le cadre des accords irano-américains, prévoit une patrouille conjointe, un contrôle et une surveillance partagée du détroit par les Iraniens et les Américains. C'est là que vous avez eu peur. Les Américains vont contrôler. Il faut aussitôt dire que ce n'est pas possible, que c'est une violation, non? Qu'est-ce que cela doit signifier? Quand cela avait vraiment de l'importance, quand le détroit était réellement important, vous n'êtes pas venu aider. Vous n'avez pas pris le parti de l'Amérique, vous n'avez même pas pris le parti du droit international. Au lieu de cela, comme nous l'avons déjà dit, vous avez conclu, France, un accord diplomatique secret avec l'Iran, dans le dos de tout le monde, pour ensuite voter avec la Chine et la Russie à l'ONU, et en retour, ils ont commencé à vous accorder le statut d'allié du régime. Le plus grand obstacle au passage par le détroit d'Ormuz. Eh bien, c'est formidable, c'est ainsi que se comportent de bons partenaires. Voilà le partenaire, dès qu'il a tourné le dos, un large couteau dans le dos. Voilà un vrai bon partenaire qui s'appelle français. Maintenant, la coalition que vous prétendez aider à construire au Royaume-Uni parle soudainement du droit international, de la liberté de navigation. Vous voyez à quel point certains gestes sont dénués de sens. Ils paraissent superficiels et, pour être honnête, tout simplement inutiles. Vous auriez pu intervenir dans le détroit à un moment où cela avait vraiment de l'importance. Pendant que l'OTAN traverse ses propres problèmes, pendant que les armées européennes montrent toute leur impuissance et leur dysfonctionnement, devinez qui, comme disent les Américains, leur dame le pion. C'est-à-dire, fait ce qu'il veut d'eux. Personne d'autre que la Russie et Vladimir Poutine. J'aimerais en parler séparément un jour, peut-être. Mais en réalité, aujourd'hui, la flotte navale russe terrorise simplement le Royaume-Uni dans les eaux internationales et même territoriales.
Ils envoient des sous-marins nucléaires, espionnent l'infrastructure britannique ainsi que leurs navires. Apparemment, les sous-marins entrent même dans la Manche. Et maintenant, les Européens sont furieux. « Poutine, c'est inacceptable. La Russie, qu'est-ce que vous faites? Mais remarquez, où est notre OTAN dysfonctionnel ?» Parce que si la Russie n'a pas attaqué, alors l'article 5, le 5e point, ne peut pas être appliqué. C'est bien ça, non? Ils n'ont pas attaqué. L'OTAN que le monde entier a vu comme un tigre de papier. Qu'est-ce que vous allez faire? Appeler l'Amérique à l'aide et dire « Poutine nous terrorise, que faire ?» Et pourquoi l'Amérique devrait-elle vous aider à ce stade? Vous n'êtes pas venu aider l'Amérique. C'est une rue à double sens, mesdames et messieurs. Ou bien allez-vous conclure un accord diplomatique avec la Russie pour sortir de cette situation? Eh bien, clairement non, parce que vous êtes les plus grands soutiens de l'Ukraine dans le monde. Et en ce qui concerne l'OTAN, comment pouvez-vous maintenant vous adresser à l'OTAN alors que vous venez tout juste d'ignorer votre le seul partenaire actif et opérationnel dans cette organisation? Cela mérite d'être discuté. Et nous reviendrons sur ce sujet à un moment donné. Je voulais juste le souligner. Malgré toute sa posture morale européenne à propos de la Russie. Ils en parlent beaucoup tout en adoptant une posture anti-américaine. Et si l'on regarde les choses en face, la politique étrangère réelle de Trump est bien plus anti-russe que celle de l'Europe. Ils crient, et ils font du bruit. Les Européens parlant de la Russie bien plus durement que Trump, peut-être. Et ils veulent que tout le monde parle ainsi. Quand Biden a parlé, ils ont aussi crié de joie. Ils déclarent la pleine souveraineté de l'Ukraine. Nous sommes aux côtés de l'Ukraine. Tout cela sonne très intéressant. Mais regardez la réalité. Chaque fois que l'Amérique fait quelque chose de concret, prenons la France comme exemple. Ils ont littéralement hissé le drapeau de l'Ukraine devant celui de l'Union européenne. Je n'exagère pas quand je dis à quel point ils veulent afficher leur position et affirmer qu'ils soutiennent l'Ukraine. Qu'ils sont solidaires avec l'Ukraine, que la Russie doit être arrêtée. Mais faites attention à la politique. Chaque fois que l'Amérique fait quelque chose qui, par essence, est un coup porté à la Russie, ils s'y opposent immédiatement, n'est-ce pas? Tout ce qu'ils veulent, c'est parler de la Russie. C'est un exemple. L'attaque contre le Venezuela et le renversement de Nicolás Maduro. Qu'avons-nous fait là-bas? Nous avons renversé un allié de la Russie. Que s'est-il passé? Les pays européens, comme l'Espagne, étaient indignés par nos actions invoquant le droit international. Nous savons la position de l'Iran, mais prenons l'exemple de l'Iran. Ces pays disent que c'est mal, l'Iran est bien, etc. L'Iran est sans doute le principal allié militaire de la Russie, je dois le dire. La grande majorité des drones que la Russie utilise avec beaucoup d'efficacité contre l'Ukraine sur le champ de bataille proviennent de l'Iran. Bien sûr, il est vrai que la Chine est peut-être le meilleur soutien économique de la Russie, mais d'un point de vue militaire, on peut affirmer que l'Iran est l'allié numéro 1 de la Russie. Et pourtant, quand Donald Trump décide de dire « Nous allons attaquer le principal allié de la Russie », que fait l'Europe? Ils prennent la parole et nous condamnent pour cela, n'est-ce pas? C'est pareil pour Cuba, allié de la Russie. Trump a imposé des sanctions sur l'importation de pétrole russe par l'Inde, ce que l'Europe ne devrait pas oublier. Malgré toutes les déclarations sur l'opposition à la Russie, on continue encore secrètement par la porte de derrière à dépendre de l'énergie russe, n'est-ce pas? Nous avons arrêté et confisqué les pétroliers russes. Nous ne l'oublierons pas. Keir Starmer était extrêmement hésitant. Faut-il le faire, malgré ses déclarations anti-russes? Il en est de même pour la transmission à l'Ukraine de fichiers ciblant les raffineries russes. En même temps, vous verrez que, par exemple, le président ukrainien Zelensky est intervenu et a remercié l'Amérique pour cela. Nous comprenons qu'il veut juste plus d'argent. Il sait qu'il a besoin de l'Amérique. Cela peut venir d'un intérêt personnel. Mais je noterai qu'il a récemment fait une déclaration condamnant indirectement la France. Mais en fait, pour ne pas avoir adopté la résolution. Le Conseil de sécurité de l'ONU sur le détroit d'Ormuz a justement rappelé que l'Iran fournit des moyens à la Russie pour la guerre en Ukraine. C'est très intéressant. Et beaucoup de gens de gauche se sont exprimés et l'ont condamné. Comment oses-tu dire cela? Comment osez-vous prendre le parti de Trump? Eh bien, il ne prend pas le parti de Trump. Il prend le parti de la réalité. Si vous êtes vraiment un grand partisan des efforts ukrainiens, vous devez soutenir l'Amérique qui détruit le pays fournissant les drones qui frappent actuellement l'Ukraine. Notez cependant que ce ne sont que des paroles de ces Européens. Ceci n'est qu'une démonstration de vertu. Pourquoi?
Je dirais en fait que pour beaucoup de dirigeants libéraux représentant l'establishment et soutenant le statu quo en Europe, comme Starmer, Macron, Sanchez, Merz, tous ces hommes politiques, l'Ukraine n'est en réalité qu'un prétexte pour attiser la peur, si je puis dire. N'est-ce pas? C'est une manière de réunir le continent autour de leurs échecs, plutôt que de voir leurs propres problèmes internes, comme la crise de l'accès au logement ou l'échec des programmes sociaux. Ne regardez pas l'énorme problème de la migration et de la criminalité. Tout cela, c'est de la propagande de droite. Ayez peur de cet effrayant ennemi russe qui frappe à notre porte et va envahir. Et nous devons nous unir, n'est-ce pas? La Maison-Blanche confirme que le vice-président J.D. Vance dirigera la délégation de Kushner-Witkoff à Islamabad ce week-end pour rencontrer le régime iranien afin de lancer ces nouvelles négociations. La trêve semble être respectée. L'Iran n'a pas encore lancé de missiles aujourd'hui. Pendant ce temps, presque tous, absolument tous les grands médias sont maintenant obligés de démentir leur reportage d'hier pour toute la journée. Hier, dans cette émission, nous avions tout compris. Nous savions que ce plan en 10 points était faux, alors que les médias américains ne l'avaient pas vu. Une question sérieuse, comment est-ce possible? Eh bien, les démentis ont commencé. Comment se fait-il que R.J. Benny Johnson et votre humble serviteur disaient bander que les 10 points présentés comme une proposition de l'Iran étaient un soit de vieilles nouvelles, soit un faux? Je parlais du fait que ces propositions sont apparues. Trump a dit que ces propositions étaient absolument des ordures, et qu'il les avait depuis longtemps, pour ainsi dire, regardées et jetées à la poubelle, n'est-ce pas? Ces propositions reçues sont très différentes et bien moins agressives. Néanmoins, pratiquement 100% des chaînes de télévision officielles et des grands sites et journaux libéraux disaient quand même que ce sont précisément ces 10 points qui ont été nommés par Trump comme base pour un éventuel accord avec les représentants de l'Iran. C'est-à-dire d'un côté la haine envers Trump, de l'autre une incompréhension totale. Mais aujourd'hui, tous publient des excuses les uns après les autres. Ils reconnaissent qu'ils s'être trompés, qu'ils ont été induits en erreur. Mais une goutte de poison, ils l'ont déjà semée. Et le président Trump avertit la République islamique d'Iran. Les militaires américains ne partiront nulle part tant que l'accord ne sera pas signé et entièrement finalisé. Commençons. Le président a publié cette nuit sur True Social un nouvel avertissement au régime iranien. Tous les navires américains, les avions et le personnel militaire avec des munitions supplémentaires, des armes et tout ce qui est approprié et nécessaire pour poursuivre et détruire mortellement un ennemi déjà considérablement affaibli, resteront en place et autour de l'Iran jusqu'à ce qu'un véritable accord conclu soit entièrement respecté. Cela se passe alors que tout le monde surveille le détroit d'Ormuz. Nous avons appris hier que 4 navires ont réussi à traverser le détroit. L'Iran maintient le contrôle et déclare que les navires passant par le détroit doivent coordonner leurs actions avec ses forces armées. Hier, le vice-président J.D. Vance a lancé un nouvel avertissement au régime iranien lors des négociations. En réalité, les Iraniens doivent agir, sinon le président a plusieurs options pour relancer la guerre. Oui, mesdames et messieurs, pour l'instant, on sent de l'optimisme dans l'air aujourd'hui. Aucune bombe n'est tombée sur l'Iran et l'Iran n'a lancé aucun missile depuis la nuit dernière jusqu'à aujourd'hui. Le ciel devient plus calme dans les pays du Golfe ainsi qu'en Israël. Comme si ce matin, une délégation américaine dirigée par le vice-président, y compris Jared Kushner et l'envoyé spécial. Ou plutôt l'envoyé spécial Witkoff, ils rencontrent à Islamabad des représentants de l'Iran, afin de discuter à la fois du plan américain, qui a été proposé sous la forme de 15 points, et de la réponse iranienne, qui a été proposée en 10 points. Nous ne savons pas ce qu'il y a là-bas. Mais certainement pas ceux que la presse nous a montrés, trompés par la propagande iranienne à laquelle, selon ses dires, elle a cru. Je rappelle que certains représentants de la presse et du Parti démocrate disaient qu'ils faisaient davantage confiance à la chaîne officielle de la République islamique d'Iran, plus qu'à leur propre président. Le président iranien écrit « La reprise de l'agression du régime sioniste contre le Liban viole clairement le cessez-le-feu initial. Ces actes montrent tromperie et non-respect, rendant les négociations inutiles. Nos mains restent sur la gâchette. L'Iran n'abandonnera jamais ses frères et sœurs libanais. » Le vice-président Vance a clairement déclaré que le Hezbollah n'a jamais fait partie des conditions du cessez-le-feu. Ils n'ont aucun rapport avec vous. Et il serait très imprudent pour l'Iran de gâcher sa peut-être dernière chance de conclure un accord. Prêtez attention à ces propos.
Je pense qu'il s'agit d'un malentendu. Les Iraniens pensaient que la trêve concernait aussi le Liban, mais ce n'était pas le cas. Nous n'avons jamais fait une telle promesse. Nous n'avons jamais déclaré que ce serait le cas. Nous avons dit que le cessez-le-feu serait centré sur l'Iran et sur les alliés de l'Amérique, aussi bien Israël que les États arabes du Golfe Persique. En fait, nous sommes sur la bonne voie. Il nous reste encore beaucoup à faire. Les Iraniens devront accepter bien plus dans le cadre de ces négociations. Mais je pense que nous avons une position forte et nous allons en tirer pleinement parti. En résumé. Aujourd'hui, aucune bombe ou missile n'a frappé l'Iran. L'Iran n'a pas tiré en direction d'Israël. Et à part les actions militaires qui se déroulent au Liban entre Israël et le Hezbollah, il ne s'est rien passé. L'Iran affirme que le Hezbollah est inclus dans la trêve, mais Israël dit que c'est une guerre séparée, un conflit à part. Néanmoins, aujourd'hui, Israël a entamé des négociations avec les autorités libanaises pour mettre fin aux actions militaires. La discussion portera probablement sur comment éviter de lourdes pertes civiles. En fait, le Hezbollah, comme c'est souvent le cas chez les islamistes, installe ses bureaux, ses centres de communication, ses quartiers généraux et ses dépôts d'armes dans des zones fortement peuplées de civils. C'est fait exprès pour que, lorsque les Israéliens ripostent, œil pour œil, dent pour dent, ou nez pour nez, ils touchent et tuent le plus grand nombre possible de femmes, d'enfants et de personnes âgées, afin de pouvoir ensuite utiliser cela à des fins de propagande. C'est-à-dire que, contrairement par exemple aux Juifs, une certaine partie de la direction musulmane sacrifie facilement la vie de ses coreligionnaires si cela peut les aider dans la lutte militaire ou idéologique. À la veille de l'annonce des négociations, le 8 avril, Israël a mené l'opération Obscurité éternelle, la plus grande vague de frappes aériennes contre le Liban depuis le début de la guerre, touchant plus de 100 cibles, messieurs, en seulement 10 minutes. Selon la défense civile libanaise, au moins 254 personnes ont été tuées et 1165 blessées. Les frappes ont visé, comme je l'ai déjà dit, des quartiers densément peuplés du centre de Beyrouth sans avertissement, quelques heures après l'annonce d'une trêve de 2 semaines entre les États-Unis et l'Iran. Le Pakistan, médiateur des négociations, a affirmé que le Liban figurait dans l'accord. Et Netanyahou déclare « Rien de tout cela, c'est notre guerre ici ». Trump a aussi affirmé que le Liban n'était pas inclus dans le cessez-le-feu. Le corps des gardiens de la révolution islamique iranienne a menacé de riposter contre Israël en cas d'attaque. En d'autres termes, les négociations ont été annoncées sur fond de journée la plus sanglante de la guerre. Pour la première fois depuis plus de 7 décennies, Israël et le Liban s'assoient à la table des négociations directes. 2 pays techniquement en état de guerre depuis 1948 et n'ayant pas de relations diplomatiques. Ils ont annoncé l'ouverture d'un dialogue au niveau des ambassadeurs à Washington, c'est-à-dire l'ambassadeur d'Israël à Washington et l'ambassadrice du Liban à Washington, Nada Hamadeh Mahabad. Au centre de l'ordre du jour se trouve le désarmement du Hezbollah et les perspectives de relations pacifiques entre les 2 pays. Cette percée est le résultat d'une combinaison entre la réalité militaire et la pression diplomatique. Le Liban est vaincu, Téhéran est affaibli, Assad est perdu, et le Liban se retrouve dans une position vulnérable, cherchant avant tout à négocier pour arrêter les frappes de Tsahal sur son territoire. Trump, de son côté, a demandé à Netanyahou de réduire l'intensité des opérations dans le contexte d'un règlement plus large avec l'Iran. Beyrouth a clairement fixé les limites. Le Premier ministre Salam a souligné qu'il ne s'agissait pas de paix. Dieu nous en garde, pas du tout. Il le tuerait, les Iraniens le tueraient, s'il parlait de paix. Il s'agit seulement d'un cessez-le-feu et du retrait des troupes israéliennes. J'ai une question pour ceux qui ont encore des roubles en Russie. Mesdames et messieurs, c'est une demande personnelle. Et pour ceux qui ont besoin de les recevoir en dollars ici aux États-Unis, d'Amérique ou dans tout autre pays par virement bancaire. Je dois transférer quelques milliers de dollars à Saint-Pétersbourg en roubles par virement bancaire. Si quelqu'un a cette possibilité, veuillez me contacter, s'il vous plaît. Je veux que vous compreniez qu'ici, je peux transférer l'argent par un virement légal, car il sera effectué via ma société. Je dois juste payer un artiste pour son travail à Saint-Pétersbourg via des comptes officiels. Si quelqu'un a besoin de transférer quelques milliers de dollars en roubles là-bas, et ici quelque part, de ce côté de la frontière, dans un pays qui n'est pas sous sanction, recevoir des dollars, pas en espèces, mais par chèque ou virement bancaire, alors faites-le savoir à l'adresse email qui sera indiquée ci-dessous. Léon Weinstein, je l'indiquerai ci-dessous. D'accord.
En réalité, je connais l'état d'esprit et les sympathies des Libanais. Ils sont à 101% du côté de quoi? D'Israël. Un jour, un groupe de jeunes Libanais m'a dit « Nous sommes de votre côté et dès que nous serons libérés de ce cauchemar, eh bien ils parlent de l'islamisme qui a détruit notre pays, nous deviendrons immédiatement les amis les plus proches, comme nous l'étions autrefois. » Tout à fait. Tout a commencé avec l'Iran, où Carter et Brzezinski ont aidé à se débarrasser du Shah pour y instaurer une dictature islamiste. Et de là, l'incendie s'est propagé à d'autres pays et a gâché la vie d'au moins 2, voire déjà 3 générations d'Arabes. Les grands-pères qui ont vécu, leurs grands-pères qui ont vécu dans ce qu'ils appellent le Petit Paris, mes proches, probablement dans les années 40, prenaient le train de Haïfa au Liban. Ils me racontaient des histoires sur les casinos, les boutiques, les petits magasins, les bars et tout ce genre de choses. C'est pour cela que Beyrouth fut appelée Petit Paris, sans parler des bordels plus nombreux qu'à Paris. Pour que ce soit clair, ma famille va commencer à déménager en Israël à partir de 1916 et jusqu'en 1920. De la grande famille, seuls 2 frères subsistaient. Mon grand-père, étudiant en droit, et son frère à la faculté de mécanique à Kharkiv. Ensuite, mon grand-père est parti faire son stage à Saint-Pétersbourg. Son frère, mon grand-oncle, je ne sais pas. Je ne comprends pas très bien comment ça s'appelait, mais c'était comme un doctorat à Kharkiv et il a commencé à enseigner. Et ils devaient rejoindre leur famille dans 2 ou 3 ans. Mais quand ils ont tous les 2 terminé leurs études et sont devenus des spécialistes, les frontières de l'État le plus libre du monde étaient déjà fermées à clé. Voilà, bon d'accord. Terminons-en là. Je vous ai raconté ce qui se passe. Les Chinois ont dit un jour que Dieu ne vous permette pas de naître à une époque de grands changements. Eh bien, je ne sais pas, s'il n'y avait pas de changement, ce ne serait peut-être pas aussi amusant, n'est-ce pas? Autrement dit, messieurs, nous ne nous ennuierons certainement pas dans un avenir proche. C'est un peu effrayant, mais ce n'est pas ennuyeux. C'est tout, au revoir.